Alors bonjour, alors aujourd'hui on continue notre cours sur les murs de soutènement ou bien en général les ouvrages de soutènement et nous allons voir dans cette seconde partie du cours le fonctionnement et la stabilité de ces ouvrages. Pour bien comprendre donc comment fonctionne un mur de soutènement, il est important de connaître quels sont les efforts qui entrent en jeu et quelles sont les actions qui s'appliquent sur ces ouvrages. Alors la principale action qui s'applique sur un mur de soutènement, d'accord, donc comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons un mur de hauteur H. D'accord. Et il retient donc un sol avec une surface inclinée. D'accord. D'accord. Donc la première force qui saute aux yeux, c'est bien sûr la force de poussée de ce sol. Parce que dès qu'on excave un sol, d'accord, ce sol aura tendance à se déplacer comme ça. Et donc il va exercer, si on le retient avec un mur de soutènement, il va exercer une sorte de pression, d'accord, sur ce mur de soutènement. Cette pression qui est caractérisée ici, regardez, par une contrainte ou bien par une pression que j'appelle sigma P pour pression. Alors voilà. Alors pour comprendre un petit peu ce mécanisme de pression sur les murs de soutènement, on peut faire une petite analogie. Alors si on prend par exemple un aquarium, d'accord, ou bien un récipient, et on va le remplir avec de l'eau. On sait très bien que l'eau, cette eau, d'accord, de l'eau, cette eau exerce une pression. Alors si je prends par exemple un point situé ici, à une profondeur que j'appellerai Z, je sais que la pression qui s'applique ici à ce niveau, cette pression, je peux l'écrire ici, P, ça sera quoi? Gamma, le poids volumique de l'eau, fois la profondeur Z. Et à chaque fois que Z augmente, d'accord, la pression va augmenter. Et donc, cette pression, elle va augmenter de manière linéaire. Alors voilà, donc sur les parois de mon aquarium, je vais avoir des pressions qui vont s'appliquer comme ça et qui vont croître de manière uniforme comme une charge triangulaire sur les parois de mon aquarium. Et donc on voit que la pression augmente linéairement en fonction de la profondeur. La même chose pour les sols. La pression, elle augmente à chaque fois que l'on descend en profondeur. Alors les deux paramètres qui agissent dans ce cas et dans ce cas, donc pour les sols et pour l'eau, ça sera bien sûr le gamma W. Alors ici, ça sera gamma du sol. Alors, la pression exercée par l'eau et la pression exercée par le sol, c'est vrai qu'elles ont une forme presque identique, donc elles varient linéairement, mais pour les sols, cette pression dépend d'un autre paramètre qui est l'angle de frottement interne que je notifie et aussi de la cohésion C du sol. Les sols possèdent une cohésion. Les sols possèdent donc un angle de frottement, contrairement à l'eau qui est un milieu déformable directement, d'accord, qui ne possède pas de cohésion et qui ne possède pas d'angle de frottement interne. Alors, maintenant, si on veut faire une analogie entre ça et ça, on ne pourra pas dire, par exemple, pour sigma p, que ça sera égal à gamma fois z, fois la profondeur. D'accord? Et donc, puisque c'est de l'eau, d'accord? Puisque c'est de l'eau, nous allons avoir ici un paramètre. Donc, je disais, on va avoir ici un paramètre qu'on va appeler K, A pour la poussée active, pour corriger, d'accord, la différence entre le comportement d'un fluide et d'un sol. Remarquez que c'est la même formule avec ce paramètre
qui tient compte que la pression est due à un sol, et ici, le paramètre est égal à 1 pour dire que c'est un fluide. Alors, ce paramètre-là, comment le déterminer? Alors, pour déterminer ce paramètre qu'on appelle le paramètre bien le coefficient de pression, ou bien le coefficient de poussée du sol, il est déterminé avec des théories. Alors, deux théories principales, d'accord, existent actuellement. Bon, réellement, il en existe plusieurs, mais ces deux théories, elles sont le plus largement utilisées chez les ingénieurs. Donc, des deux théories de la poussée. Alors, vous avez l'une qui est issue des travaux de Coulomb, ici, et une autre théorie qui va nous donner le fameux coefficient Ka de poussée des terres, qui est dû à Rankine. Alors regardez, Coulomb, c'est à peu près dans les années 1700, et Rankine, c'est dans les années 1800. Pour vous dire que le champ d'étude de la poussée des terres était ouvert pendant des centaines d'années, et même peut-être jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à saisir dans ses moindres détails comment pousse un sol sur un écran. Toutefois, alors ces deux chercheurs sont arrivés à exprimer donc la pression sur le mur de soutènement suivant deux formules différentes. Alors, Coulomb a proposé un coefficient, regardez, Ka et Kac. D'accord? Donc la pression de l'intensité de la poussée à un certain niveau dans le sol, elle dépend du coefficient Ka et elle dépend du coefficient Kac, mais aussi de regardez, ce coefficient Ce, c'est la cohésion du sol. Alors regardez ici, vous avez un signe moins. Alors en général, les ingénieurs ne retiennent pas cette deuxième partie parce qu'elle est favorable, elle diminue la pression. Et nous, pour rester, je dirais, dans le domaine de la sécurité, il vaut mieux avoir ou bien calculer nos ouvrages avec des pressions importantes pour avoir plus de sécurité. Et donc c'est pour cela que ce terme-là, KAC, CEF, d'accord, qui est retranché à la pression, d'accord, n'est pas considéré. Et donc on considère qu'un seul membre de cette équation. Et bien Coulomb propose donc pour ce coefficient Ka, d'accord, cette valeur-là, cosinus carré, phi moins alpha, cosinus sur cosinus carré. Bon, c'est une équation assez complexe, d'accord, et voilà, souvent, elle n'est pas utilisée beaucoup chez les ingénieurs. Alors souvent, les ingénieurs lui préfèrent la formulation de Rankine, regardez, le coefficient de poussée, d'accord, le fameux Ka. Au lieu d'avoir cette forme un peu complexe, ici, il est exprimé uniquement en fonction du coefficient de frottement interne du sol. Alors maintenant, on a dit que cette deuxième partie, on n'inclut pas parce qu'elle diminue l'effet de la pression. Et donc, en tout et pour tout, donc, la pression au niveau, je dirais, du mur de soutènement, à la base, c'est exprimé de cette manière. Ka fois gamma, c'est le poids volumique du sol, H, c'est la hauteur, et Ka est donné par cette valeur. D'accord? Bien sûr, regardez, si j'ai ici une pression sigma P de poussée qui est triangulaire, alors la résultante qui est située à un tiers de la hauteur, donc ceci est H, la résultante qui est située à un tiers de la hauteur, d'accord, elle aura pour expression quoi? Donc ça sera la surface, donc P, A, c'est égal à quoi? Donc la surface de ce triangle, donc 1 demi de la base fois H, d'accord? Et comme
Et comme je disais, sigma P c'est égal à Ka fois H, je la remplace ici, je trouve que la poussée c'est 1 demi, la résultante de la poussée appliquée à 1 tiers, 1 demi, j'ai oublié le gamma ici, Ka gamma H, 1 demi de Ka gamma H et H au carré. Donc c'est l'expression de la force résultante de la poussée sur mon mur de soutènement. D'accord? Ici. Bien sûr, Ka, donc le coefficient, pour l'eau, il est égal à 1. Alors ici, il aura une autre valeur en fonction d'un tas de paramètres. Alors, cette année, nous n'allons pas étudier ou bien utiliser la méthode de Coulomb qui est très complexe, qui fait intervenir beaucoup de paramètres, mais on préfère utiliser la formule de Rankine. D'accord? Et donc, Ka, ça sera toujours tangente carrée. D'accord? Pi sur 4, 45 degrés, c'est pi sur 4, moins l'angle de frottement interne sur 2. Alors, si vous mettez pi ici, attention, phi doit être exprimé en radians. Si vous mettez 45 degrés, phi va être exprimé en degrés. Souvent, les gens se trompent lorsqu'ils utilisent cette formule de la poussée et ça va vous donner des valeurs complètement erronées. Voilà, donc, je reviens un petit peu en arrière. La poussée, elle varie de manière linéaire. D'accord? Pour l'eau, le fameux coefficient de poussée, c'est 1. Pour le sol, puisqu'il a des caractéristiques phi et c, il vaut Ka. Ka a été déterminé par deux chercheurs, l'un français et l'autre anglais, écossais, pour être plus précis. D'accord? La formule qui donne Ka, voilà, ici, c'est la formule de Coulomb. Mais nous, j'ai dit que l'on va utiliser cette année la formule de Rankine. Très bien. On continue. Donc, voyons maintenant quelles sont les autres charges à part la pression, je dirais, des terres sur le mur de soutènement. Voilà, donc on a vu donc, cette pression, bien cette poussée. Maintenant, il y a d'autres actions qu'il faudra encore connaître. Alors, parmi ces actions, donc, voilà, nous allons citer donc, la poussée, ok, donc on l'a vu. Alors, les différentes actions qui je dirais, s'appliquent sur le mur. Alors, en premier, vous avez son poids propre, que j'appellerai WW, Weight of the Wall. D'accord? Vous avez le poids des terres. Ici, les terres de remblai, d'accord, qui sont retenues, qu'on appelle WEH, à l'arrière du mur. Vous avez le poids des terres qui sont sur la semelle avant. Donc, semelle arrière, the heel en anglais, et le poids, the weight of the earth, on the toe, c'est-à-dire sur la semelle avant. Donc, vous avez trois autres charges. D'accord? Et on a aussi, en général, une autre force ici, regardez. Alors, je l'écris, c'est ce qu'on appelle la force de butée. Alors, c'est une sorte de force qui s'oppose au déplacement ou bien qui s'oppose à la poussée. D'accord? Puisqu'il y a de la terre ici, si j'appuie comme ça, il y a une butée de la terre. Alors, en général, bien qu'elle existe cette force-là, d'accord? Donc, force de butée, de la butée des terres, d'accord? On ne la considère pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet favorable. Donc, elle va diminuer l'effet de la poussée. Et nous, lorsqu'on fait des calculs de murs de soutènement, les effets qui sont favorables, on a tendance à les négliger un peu, ou bien les oublier carrément.
pour être dans ce qu'on appelle la sécurité. Toute action qui est favorable, généralement, d'accord, on la néglige. Et donc, vous avez donc l'action de la poussée, le poids du mur, le poids des terres sur la semelle arrière, le poids des terres sur la semelle avant, et donc c'est en quelque sorte toutes les charges qui je dirais, s'appliquent sur ce mur de soutènement. Alors la question qui se pose maintenant, et elle est légitime, comment faire en sorte que ce mur soit stable? Il faudrait qu'il soit stable et en équilibre. Alors, on voit bien que cette charge-là est une charge qui va déséquilibrer tout cet ensemble. Et il faudrait écrire maintenant des équations pour assurer la stabilité et l'équilibre de ce mur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour étudier la stabilité et les équilibres de n'importe quelle, je dirais, structure, on écrit, d'accord, les équations de la statique, à savoir la somme des forces horizontales égale 0, la somme des forces verticales égale 0, et la somme des moments par rapport à un point O est égale à 0. Et nous allons voir maintenant chaque équation, qu'est-ce qu'elle nous donne. Commençons maintenant par la somme des forces horizontales par rapport, plutôt par la force des forces horizontales, il faudrait qu'elles s'annulent. Alors, quelles sont les forces qui s'annulent? Ou bien plutôt, quelles sont les forces qui déstabilisent mon mur? Alors ici, sur cette figure-là, ce corps-là, c'est supposé représenter mon mur de soutènement. Alors regardez la force de poussée. Et donc, elle agit dans ce sens-là. Si les terres étaient par là, donc cette force de poussée a tendance à pousser mon mur dans ce sens-là. Alors, s'il n'y a rien qui va s'opposer à cette force, on remarque que c'est la seule force horizontale. Donc le mur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer, il va glisser. Mais on remarque que non, le mur ne glisse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de frottement. Il y a toujours des forces de frottement du mur sur le sol. Mais attention, ces forces de frottement ne sont pas tout le temps mobilisées. Elles n'existent pas tout le temps. Elles n'arrivent pas parfois à équilibrer la poussée des terres. Et donc, il va falloir maintenant écrire une équation d'équilibre dans le sens horizontal pour que le mur soit je dirais, qu'il soit stable, qu'il ne glisse pas. Il faudrait que cette force de poussée, je rappelle, la force de poussée, c'est quoi? C'est 1/2 gamma terre fois HA carré fois le coefficient de poussée des terres, suivant Rankine. Alors, il faudrait que cette charge-là soit éliminée par le frottement. Or, le frottement, comment il est mobilisé, le frottement? C'est grâce au poids W. Plus le poids W est important, d'accord, plus la force de frottement est importante. Alors W est égal à N, hein, d'accord? Et donc la force de frottement, on peut l'écrire mu fois W. Mu, c'est un coefficient de frottement. Il est donné par un tableau. On va y revenir tout à l'heure. Donc, il s'agit maintenant d'écrire que la force PA moins la force de frottement égale à 0. C'est-à-dire que PA est égal aux forces de frottement. Ou plus exactement, il faudrait que les forces de frottement soient égales à PA. Alors, si je fais descendre, je divise tout par PA, donc je fais descendre ce terme ici, je vais avoir les forces de frottement divisé par W, qui doit être égal à 1. Donc, voilà, il va me donner ça.
Donc, force de frottement sur W est égal mu fois W sur PA est égal à 1. Là, je réalise l'équilibre. S'il est supérieur à 1, je réalise encore plus l'équilibre. Et on définit maintenant donc ce qu'on appelle, regardez ce coefficient, mu fois le poids sur la poussée des terres PA, c'est ce qu'on appelle le coefficient de sécurité au glissement qui doit être supérieur ou égal à 1. Égal à 1, c'est l'équilibre. Supérieur à 1, ça veut dire c'est un équilibre parfait, donc ça ne bouge plus. Et les règlements, au lieu de retenir 1, d'accord, ils préfèrent pousser la sécurité davantage et on écrit que le coefficient de sécurité au glissement doit être supérieur ou égal à 1,5. Alors, qu'est-ce qui, on se pose maintenant la question, qu'est-ce qui, je dirais, assure que le coefficient soit supérieur à 1? Regardez, il faudrait que ce produit-là soit important. Si par exemple j'ai une poussée, il faudrait que mu fois W soit très grand, d'accord, pour qu'il soit supérieur à 1. Et donc il faudra jouer sur le poids du mur. Donc il faudra augmenter W. D'accord? Comment on augmente W? Puisque W c'est le poids du mur, poids des terres sur la semelle arrière, là, il y a des plus le poids des terres sur la semelle avant, d'accord? Donc en augmentant ça, j'arrive à assurer que la poussée n'arrive pas à pousser mon mur. Très bien, d'accord? Alors en général, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vérifie un mur de soutènement? Voilà, comme ici, par exemple. Si la poussée est importante et j'arrive pas à assurer cet équilibre, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra augmenter, en général, on augmente la semelle. En augmentant la semelle, vous allez augmenter le poids du mur, vous allez augmenter donc le volume des terres qui sont à l'avant et augmenter le poids du mur qui est sur l'arrière. Et donc, on fait plusieurs calculs l'un après l'autre, jusqu'à ce que cette condition soit vérifiée. Et c'est comme ça qu'on assure ce que j'appellerais donc la condition de glissement ou bien de non-glissement pour les murs de soutènement. Alors, concernant les coefficients de frottement. Alors, les coefficients de frottement, ils dépendent de la nature et de la rugosité des parois. Si vous avez ici du sable, par exemple, et vous avez un béton lisse ici à la base du mur, le coefficient de frottement, il est pris à 0,38. Si vous avez du sable dense et le béton du mur, il est rugueux, regardez, donc le frottement augmente. Et donc par conséquent, le facteur mu de frottement, il augmente. Si vous avez, par exemple, une argile humide, hein, on sait très bien que si on met un pied sur de l'argile mouillée, on glisse. Alors regardez comment le frottement, il chute. D'accord? Et donc vous avez ce tableau-là, d'accord, en général, pour choisir votre cas et calculer la force de frottement nécessaire pour s'opposer à la force de poussée PA. Alors en général, pour cet angle-là, qu'on appelle l'angle delta, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas je dirais la nature des sols de manière détaillée, ou bien la rugosité du béton qui est en dessous, généralement, on prend delta, c'est égal à 2/3 de phi. Phi étant l'angle de frottement interne
interne du sol. Et celui avec lequel on a calculé, rappelez-vous, KA, c'est égal KA, c'est égal tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. D'accord? Donc en résumé, alors supposons que l'on a un terrain avec un angle phi. D'accord? Et on met un mur de soutènement avec une certaine base B. On a vu dans le premier cours comment faut-il choisir le B en fonction de la hauteur du mur. D'accord? Donc on calcule PA, c'est égal à 1 demi de gamma h carré fois le coefficient de poussée. D'accord? On calcule les différents poids. Donc, pardon, donc, un petit souci avec la tablette. Donc on calcule le W total, qui est la somme de W mur plus W des terres à l'arrière, plus W des terres à l'avant. D'accord? Connaissant B, on peut calculer ces paramètres-là. Et on fait, d'accord, on écrit cette équation. Donc on écrit mu fois W sur la pression. Et on voit ce que ça nous donne. Si c'est supérieur à 1,5, le mur est stable, ok. Si ce n'est pas supérieur à 1,5, la poussée, on ne pourra pas la changer. Là, elle est définie avec la hauteur. Ce qu'on peut changer, c'est les poids. Et donc, on va augmenter le B. Si j'augmente le B, le poids du mur va augmenter, et toute cette quantité va augmenter, et on va peut-être arriver, on augmente un petit chouïa par petit chouïa jusqu'à ce que la condition de non-glissement sera observée. Et donc, on aura vérifié que la somme des forces horizontales est égale à 0. Il n'y aura pas de mouvement suivant l'horizontale. Alors, maintenant, nous allons voir, non pas la deuxième équation, mais nous allons voir carrément la troisième équation qui est l'équilibre des moments. Ensuite, nous allons revenir, voilà, l'équilibre des moments, et nous allons revenir tout à l'heure pour l'équilibre des forces verticales. Bon, voyons maintenant l'équilibre des moments par rapport au point O qui est ici. D'accord? Alors, on voit bien ici qu'il y a une force de poussée, PA. Alors, c'est ce que j'appellerais la force déstabilisatrice. Elle déstabilisatrice du système. D'accord? Pourquoi? Parce que le sol a tendance à pousser et à faire tourner le mur et le renverser. Donc c'est une force qui va déstabiliser le mur. Alors regardez, si je vois l'effet de PA par rapport au point O, je vois qu'elle fait tourner mon système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, les moments déstabilisants sont à l'inverse des moments stabilisants qui sont positifs. Donc, c'est ce que j'appellerai ici ma convention de signe. Tout ce qui tourne, tout ce qui stabilise, donc qui va rendre le mur vers sa position d'équilibre, est un moment positif. Et tout ce qui va faire tourner donc mon mur, d'accord, pour le déséquilibrer, c'est des moments déstabilisants. Ils seront de signes négatifs. Alors nous avons donc deux types de moments. Nous avons les moments déstabilisants, donc c'est PA fois quoi? Fois H sur 3. Je mets un signe moins parce que c'est déstabilisant. Et nous avons des moments stabilisants qui sont dans ce sens-là. Alors, le premier moment stabilisant, c'est le poids de ces terres-là par rapport à ce point O. Et donc, je peux l'écrire WET fois le bras de levier de WET.
d'accord, plus le poids du mur, d'accord, c'est un moment stabilisant, donc dans le même sens que les moments stabilisants, ça sera W fois le bras de levier de cette charge par rapport au point O, plus les terres qui sont à l'arrière, de la même manière, elles stabilisent, donc elles tournent dans le même sens que le moment positif. Donc W EH fois le bras de levier, qui est celui-là. D'accord? D'accord? Ces deux moments doivent être en équilibre, ou bien doivent donner une valeur supérieure ou égale à 0. Et on pourra écrire cette équation-là. Il faudrait, pour que le système soit stable, pour qu'il ne se renverse pas, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces moments stabilisants soient supérieurs ou égaux au moment des forces déstabilisantes. De la même manière que tout à l'heure, si je fais le rapport, donc je vais avoir les moments stabilisants sur les moments déstabilisants doit être supérieur ou égal à 1. D'accord? Et c'est ce que j'appellerai le facteur de sécurité au renversement, grâce auquel l'équation des moments sera toujours préservée. Alors, regardez, c'est ça. Comme tout à l'heure, les règlements de calcul, d'accord, pour avoir plus de sécurité, ils imposent non pas un coefficient f de renversement égal à 1, mais doit être supérieur ou égal à 1,5. Donc c'est plus de sécurité. D'accord? Voilà. Donc, en faisant ce calcul-là, il faudrait que vous ayez un coefficient de renversement, de sécurité renversement supérieur ou égal à 1,5 pour dire que mon mur est stable. De la même manière de tout à l'heure, si jamais vous avez une charge, plutôt une poussée importante, il faudrait que le moment stabilisant devienne grand. Pour que le moment stabilisant devienne grand, d'accord, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra augmenter ces quantités-là. Et ces quantités-là, si je les augmente, je dois augmenter, bien sûr, la semelle. Alors la petite partie que vous voyez ici, on appelle ça la bêche. C'est un petit élément en béton qui va aider, d'accord, à empêcher le glissement, mais pas le renversement. Ici, on parle du renversement. Alors voilà, donc en observant cette condition de stabilité, l'équation des moments sera observée sans aucun problème. Alors passons maintenant à la dernière équation, c'est la somme des forces verticales qui doit s'annuler. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un équilibre vertical. Alors, j'y arrive. Alors, pour rappel, lorsque vous avez, par exemple, dans notre cas, nous avons, alors supposons que c'est ça, la semelle du mur de soutènement. D'accord? Donc, les efforts issus de la superstructure, elles se réduisent au moment M, d'accord? Et un effort normal N. M, c'était la force, rappelez-vous, P fois
H sur 3. Donc finalement, mon mur sera toujours soumis à un moment et à un effort normal. On a vu déjà ce cas-là au niveau des semelles isolées, lorsque vous avez des semelles isolées soumises à N et à M. Alors pour réaliser l'équilibre vertical, il faudrait que cet effort normal N, je rappelle que N c'est le poids du mur plus le poids des terres avant et arrière. Très bien, d'accord. Et le moment, c'est l'équation qui donne l'équilibre des moments. On peut avoir ce moment-là. On verra tout ça en TD très bientôt. Alors l'équilibre est réalisé lorsque, regardez, lorsque j'ai une semelle qui s'appuie sur un sol. Le sol développe une contrainte sigma 1 et sigma 2. Sigma 2 est supérieur à sigma 1 ici. Pourquoi? Parce que le moment pousse davantage de ce côté-là. Et donc la contrainte augmente de ce côté-là. Alors ici, pour ce diagramme de contrainte, je vais avoir une certaine résultante. Alors, l'équilibre est réalisé. Quand est-ce? C'est lorsque sigma 1 et sigma 2 et la résultante s'opposent à n. Alors on écrit, puisque c'est un diagramme trapézoïdal, d'accord? La pression exercée par le sol, sigma 1 plus sigma 2, qui est la contrainte moyenne, d'accord, divisé par 2, fois B, qui est la largeur du mur, L, c'est la longueur dans le sens transversal du mur, donc sigma fois B fois L, ça me donne la résultante R. Il faudrait que cette résultante soit égale ou supérieure à n pour avoir l'équilibre vertical, tout simplement. Mais ce qui est important ici, c'est non pas assurer cet équilibre, mais il faudrait aussi vérifier que la contrainte dans le sol, sigma 2, qui est la plus grande, ne soit pas, bien ne dépasse pas la contrainte admissible du sol. Sinon, mon mur, il va y avoir un problème de déstabilisation, comme on a vu au premier cours. Donc, une part, il faudrait vérifier que sigma 2, qui est la contrainte maximale, inférieure à sigma sol, vérifier que sigma 1 plus sigma 2 sur 2 fois B fois L est égal à n est égal à la somme des efforts, et vérifier aussi, attention, une deuxième vérification, il faudrait que la contrainte ici soit toujours positive. Si je trouve que sigma 1 est négative, d'accord, ça veut dire que mon mur, il va subir un soulèvement. Et il n'est pas toléré. Le soulèvement n'est jamais toléré. C'est pour cela qu'on écrit souvent la condition de non-soulèvement. Rappelez-vous, dans l'exercice qu'on avait fait en TD pour les semelles sous N et M, que l'excentricité E doit être, que B, alors j'efface, je disais, la condition pour qu'il n'y ait pas un soulèvement, il faudrait que la largeur de la semelle soit supérieure ou égale à quoi? À 6m sur n. Voilà, donc voici donc les conditions à observer pour vérifier que la somme des forces verticales, d'accord, est égale à 0, et par suite nous avons une stabilité suivant la verticale pour le mur de soutène. Voilà, donc si je devais faire un petit résumé, donc on avait commencé par voir comment s'exercer la pression sur un mur de soutènement. On avait fait l'analogie avec l'effet de l'eau. L'eau, il suffisait d'écrire gamma de l'eau fois Z pour avoir la pression. L'eau et le sol sont des milieux différents, donc le fameux coefficient qui était 1 ici, il se transforme en Ka pour le sol, pour dire que c'est un sol, pour avoir un petit peu la poussée des sols. Il y avait deux formulations, celle de Coulomb, qui est assez compliquée, qu'on utilise très rarement, et celle de Rankine, qui est beaucoup plus simple et facile à utiliser. Les équilibres, donc, on avait vu
comment réaliser l'équilibre et donc la stabilité en observant les différentes équations de la statique. Les forces horizontales, donc c'est l'effet du frottement qui doit équilibrer la poussée. Pour augmenter le frottement, si la poussée est importante, il fallait augmenter les dimensions du mur. Les moments, pour avoir un équilibre des moments, d'accord, il fallait avoir un coefficient supérieur ou égal à 1,5. Si l'équilibre n'était pas observé, d'accord, il fallait augmenter à chaque fois B pour que le moment stabilisant soit supérieur au moment déstabilisant et avoir ce coefficient de sécurité à 1,5. D'accord. Et puis, vous avez l'équation des forces verticales. Et là, il fallait vérifier surtout les contraintes si elles n'étaient pas dépassées sous le massif de fondation. Et dans ce cas-là, le mur aura une stabilité par rapport à l'axe vertical ou bien par rapport aux forces verticales. Donc il fallait observer que sigma 2 soit inférieur à sigma sol pour qu'il n'y ait pas affaissement ou tassement. Il fallait aussi observer que sigma 1 ne soit pas négatif, auquel cas vous aurez un soulèvement. Et pour répondre à cette condition, on a vu en TD que pour les semelles en général ou tout ouvrage fondé sur un sol, il suffisait d'avoir la base de la semelle supérieure ou égale à 6m sur n pour avoir cette condition vérifiée. Voilà, donc nous allons, c'est à peu près, c'est tout ce qu'il fallait voir, qu'il fallait étudier dans ce cours-là. Attendez, voilà, pour ne pas m'en mêler les pinceaux. Et donc nous allons voir en TD des applications pratiques hein, par rapport à toutes ces équations qu'on va voir. Et on va étudier principalement, je dirais, le cas des murs en gabion. Et si vous comprenez ces équations pour les murs en gabion, vous n'aurez pas de peine à les appliquer pour un mur cantilever tel que celui-là. Voilà, donc je vous remercie et à très bientôt.